Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie de notre leçon 8 qui porte sur les perceuses à colonnes. Et aujourd'hui, on va regarder les 6 opérations de base praticables sur les perceuses à colonnes. Et ces opérations sont, évidemment, le perçage, l'alésage à l'alésoir, le chambrage, le chanfreinage, le lamage et finalement le taraudage. Bon, avant de regarder chacune de ces 6 opérations de base en détail, ça serait bon d'introduire la notion de guidage d'outils. Et ça, c'est important sur la perceuse. Et par ça, je veux dire qu'il y a 3 types d'outils qui sont guidés de 3 façons. Le premier type sont les outils qui sont complètement guidés. Puis comme ça, j'ai en exemple ici le petit chambreur qu'on voit ici. Et ce chambreur requiert un trou pré-percé pour fonctionner. S'il n'y a pas de trou, il ne peut pas fonctionner. Mais non seulement qu'il y a besoin d'un trou, mais il ne peut même pas suivre ce trou-là. Donc il y a besoin de ce guide, ce bout rapporté sur l'outil, qui lui va s'insérer dans le trou existant, qui va forcer l'outil à suivre ce trou-là pendant la coupe. Et ça, c'est complètement guidé. Ensuite, j'ai des outils qui sont semi-guidés. Et comme exemple, on peut regarder cet alésoir-ci. Là, l'alésoir a un petit chanfrein sur son bout, une petite conicité, qui lui permet de suivre un trou existant, mais il ne peut pas couper son propre trou. Donc, il est semi-guidé. Il n'y a pas de besoin de tenon au bout pour se guider. C'est son chanfrein qui le guide dans le trou existant qu'il ne peut pas produire lui-même. Donc, on appelle ça semi-guidé. Là, j'ai oublié de le mentionner, mais avec notre premier exemple, on a 2 des 6 opérations qui sont des opérations guidées. Et ça, c'est le chambrage et le lamage. Dans le cas des opérations semi-guidées, on en a 3. On a évidemment l'alésoir qu'on voit ici, la fraise à chanfreiner qui a sa conicité et qui se guide sur un trou existant. Et évidemment, on a le taraudage qui se guide sur un trou existant. Le dernier genre, ou dernière méthode pour guider l'outil, c'est des outils auto-guidants. Ça sonne drôle, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots pour le décrire. Et ça, il y en a un de nos 6 opérations qui peut le faire, et c'est évidemment nos forêts. Les forêts ont une conicité au bout et une arête de pointe qui lui permet de produire son propre trou et de se guider lui-même, donc auto-guidant. On va commencer par regarder le perçage et les forêts. Puis j'ai ici un spread de différents types de forêts. C'est à peu près la base de ce qu'on voudrait avoir dans un atelier maison. On a des plus gros forêts qui sont disponibles, mais vraiment pour la maison, c'est à peu près ça. Et j'ai ces différents ensembles, et on commence ici au bout avec un ensemble métrique. Les forêts métriques sont disponibles normalement de 0,5 mm jusqu'à 12 ou 13 mm en incrément de 0,1 mm. Mais ce n'est pas requis pour l'atelier d'avoir tout ça. Ce qu'on a ici, c'est un petit ensemble de 1 mm à 10 mm en incrément de 0,5 mm. Et pour l'atelier normal, c'est en masse. Là, c'est un petit ensemble parce qu'un ensemble complet métrique en Amérique du Nord va de 0,5 à 13 mm normalement. Mais cet ensemble-ci arrête à 10. Ensuite, on a, et tout le reste sont des forêts impériaux. On a des forêts à lettres A à Z. Et puis, pour les dimensions, pour se donner une idée de grandeur, un forêt Z mesure 413 millièmes de pouce. Et un forêt A mesure 234 millièmes de pouce. Donc, ça nous donne une idée des grosseurs. Et c'est des drôles de grosseurs. Ensuite, on a des forêts à numéros. Les forêts à numéros vont normalement d'un numéro 1 jusqu'à un numéro 99. Mais c'est rare qu'on voit ça dans un atelier maison. Ce qu'on a plus souvent, c'est le petit ensemble qu'on a à l'arrière ici, qui va de la grosseur 1 à la grosseur 60.
Mais j'adjoins à ça mon deuxième petit ensemble, l'ensemble qu'on a en avant ici, qui lui va de 61 à 80. Pour se donner une idée des grosseurs, ben, pour les forêts à numéro, un forêt numéro 1 mesure 228 millièmes de pouce et un forêt numéro 80 mesure 13,5 millièmes de pouce. Très petit. Finalement, on a notre ensemble en Amérique du Nord qui est l'ensemble de base, qui est notre ensemble de forêts fractionnelles. Normalement, de 1/16e de pouce à aller jusqu'à 1 demi-pouce en étape de 1/16e de pouce. Et c'est vraiment la base. Et on peut adjoindre à ça, comme on a ici, un ensemble de forêts de plus gros diamètre là, à tenon réduit pour produire des plus gros trous. Là, je pense que c'est important de mentionner que nos forêts métriques, pour nous autres en Amérique du Nord, c'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup. Fait qu'un petit ensemble, c'est réellement tout ce qu'on a de besoin. Parce que rappelez-vous, on peut percer des trous sur un projet métrique avec des forêts impériales. Les choses se ressemblent beaucoup, puis un forêt de 12,5 mm ou 1 demi-pouce, c'est à toute fin pratique la même chose. Pourquoi? C'est sûr que c'est pas au centième de millimètre près la même chose, là. On s'entend. Mais quand on perce des trous, c'est pas pour produire des trous de haute précision. Le perçage, c'est pas une opération très précise. Donc, normalement, on va alaiser ou on va chambrer d'une façon quelconque un trou pour le mettre à la dimension précise voulue. Et puis à ce moment-là, qu'on parte métrique ou impérial, c'est pas très important, c'est le diamètre final qui va compter. Mais pourquoi autant de forêts impériales et seulement qu'un ensemble de forêts métriques? Et la raison, bien, elle est historique. Il faut dire que le forêt ou les forêts, le système impérial a évolué dans le temps. C'est un système très ancien, tandis que le système métrique est relativement récent et il a été créé de toutes pièces presque tout d'un coup. Mais pourquoi ça a un impact? Mais pensez-y, les forêts impériaux existaient longtemps avant les calculatrices et les règles à calculer. Ce qui veut dire que dans le temps, historiquement parlant, les personnes de métier n'avaient pas la capacité mathématique qu'on a aujourd'hui avec l'équipement qui est à notre disposition. Et ça veut dire que pour effectuer des calculs complexes, mais ça se faisait beaucoup plus facilement et précisément en fractions comparativement au système décimal. Et c'est pour ça qu'on a adopté ou qu'on a gardé ce système-là. On l'a gardé puis il a évolué dans le temps. Et ça crée des problèmes parce qu'un système métrique fractionnel, qui est la base, l'ensemble fractionnel, c'est la base dans l'atelier en Amérique du Nord, en tout cas, ce système-là a des gros trous parce que les forêts ne sont pas espacées d'une façon raisonnable. Et c'est pour ça qu'on a autant de différents genres de forêts. Mais à quoi servent principalement les forêts à lettres, par exemple? Mais les forêts à lettres viennent combler des besoins, surtout en fait de grosseur de trous pour le taraudage. Si on a des tarots impériales fractionnelles comme 1/420 ou 3/8/16 ou etc., il est garanti, à cause du calcul, que le forêt, en vue du taraudage, ne sera pas une fraction entière. Ça va toujours tomber sur des drôles de chiffres. Et c'est justement la raison d'être principale de nos forêts à lettres. Nos forêts à numéros jouent un peu le même rôle. Quand on arrive dans le très petit, le système fractionnel nous offre très peu de choix, en fait, de grosseur de forêt. Et nos forêts à numéros viennent combler ce besoin-là. Mais ils font quelque chose d'autre. Quand on arrive dans les petites forêts, c'est souvent difficile de prévoir avec exactitude le diamètre du trou qu'on va obtenir en utilisant une forêt. Et quand on perce des petits trous, exemple pour des petits forêts, petits filets, je devrais dire, comme supposons que je voudrais tarauder un filet 4,40 qui n'est que quelques
4-5 mm, même pas, peut-être 2 mm de diamètre, bien, c'est évident que ça va me prendre un forêt, puisque le filet est très petit, un forêt qui va me donner précisément le diamètre voulu. Parce que si je suis quelques millièmes plus petit que je veux, je vais peut-être perdre la moitié de mon filet. Ceci étant dit, les forêts à numéros me donnent cette possibilité-là de jouer avec les diamètres. Ça veut dire qu'avant de percer un petit trou sur un projet important, bien, je vais pré-percer un trou avec le forêt que j'ai sélectionné dans une pièce de matière similaire à celui de mon projet, puis réellement vérifier que le trou obtenu est le diamètre voulu. Et mes forêts à numéros, là, ils me donnent beaucoup d'options en fait de grosseur puis d'ajustement. Donc, c'est pour ça qu'on a autant de forêts. C'est un système qui a évolué. Là, je ne veux pas élaborer plus que ça sur le perçage, puisque j'ai déjà produit un grand nombre de vidéos qui en parlent. Voici donc une liste partielle de ces vidéos-là, et voici des liens pour ces vidéos. Pour nous autres, on va continuer avec l'alésage à l'alésoir machine. Bon, les alésoirs. On a deux grandes familles d'alésoirs. On a des alésoirs machines, comme celle-là, et des alésoirs à main, comme celle-ci. J'ai ici, sur la table de la fraiseuse, une sélection de 5 différents types d'alésoirs. Puis on va regarder cette sélection-là dans quelques minutes. Mais avant ça, je pense qu'il serait bon de répondre à quelques questions. On va en répondre à 3. Et la première question est, bien, à quoi servent des alésoirs? Bien, un alésoir, ça sert à produire un trou. Non, un alésoir, ça ne produit pas un trou. Un alésoir, ça agrandit un trou existant. C'est tout ce que ça peut faire. Fait qu'on peut dire qu'un alésoir agrandit un trou existant et le positionne avec Non, pas encore. Un alésoir ne peut pas positionner un trou avec précision. Un alésoir ne fait que suivre un trou existant. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Bien, on peut dire qu'un alésoir agrandit un trou existant et lui donne une dimension et une forme très précises. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, un forêt ne perce pas un trou qui est rond, puis ça ne perce pas un trou qui est dimensionnellement précis. Vraiment, je ne me fierais pas à un forêt pour obtenir une dimension là, entre plus ou moins 3 ou 4 millièmes de pouce. En fait, de dimension. Et ça, évidemment, ça va affecter la forme du trou, cette imprécision-là. Donc, l'alésoir, lui, va suivre le trou percé. Il ne positionnera pas mieux le trou, mais il va l'agrandir très légèrement. Et il va lui donner une dimension très précise et une forme très précise. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Bien, un alésoir machine, si utilisé correctement, peut produire un trou qui a une tolérance dimensionnelle bien en dedans de 2/10 millièmes de pouce. Et ça, évidemment, ça veut dire que notre trou va être très rond également. Donc, une forme précise et une dimension très précise. Mais ça nous amène à la troisième question qui est, si agrandir le trou me donne cette précision-là, pourquoi est-ce que je n'utilise pas seulement qu'un forêt légèrement plus gros pour une dernière passe et obtenir un trou précis? Et ça, c'est pas vrai, c'est pas faisable, parce qu'un alésoir ne fonctionne pas du tout de la même façon qu'un forêt fonctionne. Donc, on va aller répondre à cette question-là à notre tableau blanc en faisant quelques croquis. Donc, j'ai ici une représentation de 2 trous. Le premier ici est percé seulement à l'aide d'un forêt. Et le deuxième est alésé avec un alésoir machine. Là, on le sait, si le trou est alésé, c'est qu'il a été percé au préalable avec un forêt très légèrement plus petit que le diamètre final voulu après alésage. Donc, l'alésoir. Ce trou-ci va être
phénoménalement plus précis que celui-là. Pourquoi? Ben, deux raisons réellement qui fonctionnent ensemble. Le forêt ne contacte le trou qu'il est en train de produire que sur deux lèvres tranchantes. Et ces témoins, ça c'est la partie 2, et ces témoins ne coupent pas. Si les témoins ne coupent pas, et pour que le forêt fonctionne, ils ne peuvent pas être coupants, bien, il va falloir qu'ils aient un dégagement. Et tant mieux, parce qu'un forêt, généralement, ça coupe un trou légèrement plus gros que le diamètre de son corps, que les témoins. Sinon, là, les témoins frotteraient massivement et se saisiraient dans le trou là, presque immédiatement. Je veux dire, ça ne fonctionnerait pas. Il y a un dégagement là, sur chaque côté, c'est inévitable. Ça fait partie de comment un forêt fonctionne. Bon, bien, si j'ai un dégagement de chaque côté et j'ai quelque chose qui n'a que deux points de contact, bien, je vais inévitablement avoir un peu de mouvement dans ce sens-ci. Parce qu'on contacte d'un bord ou on contacte de l'autre. On ne peut pas toucher les deux en même temps. Il y a un dégagement là. Mais si j'ai un dégagement à chaque bout dans l'autre sens, je peux avoir phénoménalement plus de mouvement. Ça ne me tente pas de calculer les points d'intersection de l'arc qui sous-tend la courbe ici. Ça ne me tente pas. Mais croyez-moi, il va y avoir plus de mouvement ici qu'il y en a là si j'ai deux points de contact. Le forêt est en rotation. Et ça crée un problème. Ça veut dire que cette dynamique-là change continuellement. Et ça veut dire que le forêt, pendant qu'il coupe, en réalité, est en train de rebondir partout dans son trou. C'est pour ça que s'il y avait des témoins coupants, ben, ils coinceraient, ils grugeraient les côtés, puis le trou irait en s'agrandissant au fur et à mesure que le forêt rentre dans le trou. C'est pas ça qu'on veut, on veut un trou assez constant. Mais on accepte que ça va produire un trou plus gros et avec une forme qui laisse un peu à désirer à cause de ce mouvement-là. Bon, ben l'alnésoir, lui, il produit un trou précis en dimension et en forme. Pourquoi? Encore deux raisons, les deux mêmes, mais un petit peu l'opposé. Je n'ai pas ici deux points de contact, j'ai 6 à 8 gaugures. Donc, j'ai des points de contact tout le tour du trou qu'on est en train d'alléser. Notez, j'ai dit alléser, pas produire. Le trou existait avant. On ne fait que l'agrandir ici. Et en l'agrandissant, bien, chacune des gougures culmine avec une arête tranchante. Donc, les témoins, puis on ne peut pas réellement appeler les côtés tranchants d'un allésoir d'un témoin, mais on va le faire ici parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Les témoins de l'allésoir sont des lèvres tranchantes. Et ça veut dire, puisqu'ils ne sont pas en train de produire leur propre trou, qu'ils vont pouvoir épouser avec beaucoup de précision le bord du trou qu'ils sont en train d'agrandir très légèrement. Et puisqu'ils ont une lèvre tranchante, ben, ils nettoient ce bord-là, même s'ils ne coupent pas vraiment. Ça réduit la friction. Bon, ben, puisqu'on a plusieurs points de contact qui stabilisent la pièce dans tous les mouvements, bien, dans un sens comme dans l'autre, je vais avoir le même montant de mouvement. Donc, beaucoup moins de rebondissage à l'intérieur du trou. Mais si je couple ça au fait que je ne fais que l'agrandir très légèrement et que toutes ces lèvres-là sont tranchantes, bien, je vais finir avec un trou qui a une forme réellement ronde et une dimension très précise. Parce que je peux avoir l'outil qui suit presque coincé dans le trou et il fonctionne quand même à cause des lèvres tranchantes de côté qui réduisent réellement la surface de contact entre l'outil et son bord, le bord du trou. Donc, résultat, très peu de mouvement, beaucoup moins dans l'horizontale ici qu'on avait avec le forêt. Beaucoup moins. Et
verticale, même montant que l'horizontale. Donc, on règle le problème de mouvement, on stabilise l'outil à cause du nombre de points de contact et le fait que les gougures coupent, et on produit un trou dimensionnellement et géométriquement très précis. Bon, alors retournons à notre sélection de 5 différents types d'alésoirs machines et commençons avec celui qu'on va voir le plus souvent, qui est un alésoir machine à gougure droite. Et juste à côté de ça, on a un alésoir machine à gougure hélicoïdale. Mais remarquez, c'est des gougures hélicoïdales à droite. Il est également important de savoir que les 5 alésoirs choisis ici coupent dans le sens horaire. Ensuite, on a un alésoir machine à gougure hélicoïdale à gauche. Juste à côté de ça, on a un alésoir machine court. Là, la série courte d'alésoirs est disponible avec des gougures à droite, à gauche ou droite. Dans ce cas-ci, on a un alésoir série court avec des gougures hélicoïdales à gauche. Et tout à fait au bout, on a un alésoir à gougure droite, mais un alésoir à main. Et qu'est-ce qui fait que cet alésoir-ci est considéré comme un alésoir à main? La première différence que l'on remarque, c'est que l'alésoir à main possède un tenon à bout carré qui peut être utilisé pour activer l'alésoir à l'aide d'un tourne à gauche ou d'un manche en T. Moins évident, mais tout aussi important, est que l'alésoir à main possède sur son bout une conicité très peu prononcée qui couvre environ le premier tiers de la longueur de ses gougures. Ceci permet d'insérer le bout de l'alésoir dans son trou pré-percé et ça aide vraiment avec l'alignement de l'outil. C'est beaucoup comme la conicité sur le bout d'un tarot ébaucheur. Si vous avez déjà essayé de tarauder un trou à l'aide d'un tarot finisseur, mais vous sauriez que c'est très difficile. Par contre, avec le tarot ébaucheur, puisqu'il a une conicité progressive et une coupe progressive au départ, il est beaucoup plus facile à partir et à aligner. Et ce même principe s'applique aux alésoirs à main. Alors prenons quelques instants et dirigeons-nous vers le tableau pour voir un exemple de l'utilité d'un alésoir à main. Bon, j'ai un bloc, c'est juste un bloc imaginaire, là, c'est pas vrai, c'est sur un tableau, mais on va s'imaginer que ça, c'est un bloc. Et c'est un bloc qui mesure à peu près 2 pouces par 2 pouces, 50 cm, 50 mm par 50 mm, à peu près. Et on va s'imaginer qu'on a 4 trous dans le bloc. 2 trous qui sont des trous de dégagement pour une vis qui va passer à travers éventuellement pour le fixer sur quelque chose, et 2 trous qui vont éventuellement devenir des trous qui ont été alésés à l'alésoir précisément pour accepter une goupille de précision, une goupille de positionnement. Bon, mais ce que je veux faire ici, c'est monter ce bloc-là sur quelque chose. Supposons que je veux le monter sur quelque chose dans l'atelier qui est relativement utile. Ce n'est pas un problème, je vais tout faire mon travail et les trous dans l'autre pièce qui vont venir dans ces trous-ci, tout dans l'atelier, c'est pas un problème. Mais supposons que je voulais placer, positionner ce bloc-là sur un énorme tracteur qui est stationné à l'extérieur, au beau milieu d'un champ. Mais je vais avoir des problèmes, là, rentrer le tracteur puis le stationner sur la perceuse à colonne, surtout de côté ou quelque chose comme ça ne marchera pas. Qu'est-ce que je peux faire pour obtenir des beaux trous alésés, précis, qui vont m'aider à positionner ce bloc-là sur le tracteur de façon à ce que je puisse le retirer, le replacer autant de fois que je veuille, en sachant qu'il va toujours revenir au même endroit. Bien, c'est simple. Je vais utiliser des alésoirs à main. Et c'est vraiment pour ça qu'on les utilise. Si je regarde ici, bon, comment est-ce que je ferais pour m'y prendre? Bien, je percerai les trous tels qu'on les voit. Des trous de dégagement pour une vis, je ne sais pas, M10 1.5, d'éclairance pour M10, légèrement plus gros que 10 mm. Et 2 trous pour des goupilles de précision. Supposons que je fais pour mettre 2 goupilles, là, ou des goujons, dépendant de comment on veut l'appeler, une goupille ou un goujon de 6 mm. Bon, mais parfait.
j'ai deux trous, mais je vais les percer très légèrement en dessous de leur dimension finale une fois lésés. Je vais les pré-percer dans l'atelier. Donc, je fabrique mon bloc, il est complété. J'amène le bloc au tracteur à l'extérieur et à l'aide d'une serre quelconque, je vais fixer le bloc sur le tracteur en le positionnant de façon précise et je l'ai exactement où je veux qu'il soit. Je vais ensuite utiliser les deux trous pré-percés pour les goupilles comme guide pour utiliser une perceuse à main pour guider le forêt au bon endroit dans le tracteur pour transférer le trou au tracteur. Puisque c'est des trous pré-percés légèrement plus petits que ce que j'ai besoin, mais je vais encore pouvoir la léser par la suite. Donc je vais percer avec un forêt de la même grosseur que le trou est présentement, donc légèrement plus petit que ce que je veux comme trou final. Donc je perce mes deux trous. Je prends mon alaisoir à main et j'alaise les deux trous lorsqu'ils sont assemblés, ce qui garantit leur alignement. Okay? Donc ça va être bien aligné et tout va être bien droit. J'ai utilisé ces trous préexistants-là comme guide. Juste un petit à côté, me suis installé mes deux trous là, légèrement décalés un par rapport à l'autre. Lui est plus par là que lui. Juste pour que ce bloc-là soit montable ou puisse être monté sur le tracteur d'une seule façon. C'est un truc pour ne pas être capable de monter des choses à l'envers. Surtout que je n'ai pas dessiné les chambrages sur les autres trous, ce qui veut dire que j'aurai juste un bord utile et juste une façon de le monter. Mais ça, c'est pas important pour tout de suite. Je vais avoir deux trous percés et alaisés 6 mm, bien précis. Je vais insérer deux goujons dans les trous pour positionner ma pièce correctement. Et ensuite, je peux venir percer et tarauder pour les vis qui vont venir s'insérer à l'intérieur de ces deux trous de dégagement-là pour tenir le bloc sur le tracteur. Une fois tout ça complété, mais je vais pouvoir retirer le bloc et le replacer autant de fois que je veux parce que mes goupilles vont l'aligner correctement. C'est vraiment et seulement qu'une, mais un bon exemple de ce pourquoi j'utiliserais un alaisoir à main. Une chose qui est importante de mentionner pour ces alaisoirs à main, c'est qu'ils coupent sur une très longue surface. On se rappelle que la conicité de pointe de ces outils-là occupe le premier tiers de la longueur des lèvres de coupe. Et ça donne une coupe très progressive et ça nous permet d'ajuster notre alaisoir lorsque je commence à pénétrer dans le trou avec, parce que la coupe ne se fait pas tout d'un coup. Et ça, ce n'est pas le cas pour nos autres alaisoirs. Dernière chose, ces alaisoirs à main sont également disponibles pour des trous coniques. Fait que ça, c'est un alaisoir pour trous parallèles parce que le dernier 2/3 des lèvres tranchantes sont parallèles. Par contre, je peux avoir des alaisoirs alaisoirs à main, pour des trous coniques, pour des goupilles coniques. Bon, ceci dit, on revient à nos alaisoirs machines qui ne coupent pas sur une longue surface. Ils coupent réellement sur une petite surface, sur le bout de chaque gougure. Et on peut le voir ici dans cette image-là, c'est vraiment juste ce petit endroit-là qui effectue l'action de coupe. Et le reste des lèvres tranchantes, tout ce qu'il y a sur le côté, ne sert qu'à assurer le diamètre du trou. Ça veut dire que ça sert à ramasser des saletés ou un peu de matériel qui n'aurait pas été bien coupé par le bout parce qu'exemple, on avance un peu trop vite ou parce que le coin de la lèvre tranchante du bout commence à être très légèrement usé. Et ça, c'est très différent comme approche. Donc, prenons un peu de temps et regardons les 4 autres genres d'alaisoirs qui sont tous des alaisoirs machines. Bon, commençons par regarder les alaisoirs machines à gougure droite. Ce type d'alaisoir doit être utilisé pour produire des trous peu profonds. En réalité, les trous ne doivent pas être plus profonds que la longueur des gougures sur l'outil. Ces trous peuvent être des trous bord à bord ou des trous bornes. C'est pas important, en autant qu'ils ne soient pas profonds. Pourquoi des trous peu profonds? C'est que ces gougures droites ne poussent pas
ou ne tire pas sur les copeaux. Les copeaux demeurent coincés dans les gougures. Et si les gougures se remplissent, ben ça va causer des problèmes. L'état de surface des parois du trou pourrait être affecté, ou pire encore, l'outil pourrait saisir dans le trou. Bon, passons maintenant à ces alésoirs machines à gougure hélicoïdale à droite. Ces alésoirs sont des alésoirs qui coupent dans le sens de rotation horaire, et puisqu'ils ont un angle d'hélice à droite, ils vont tirer les outils, les extirpant du trou vers le haut. Ce type d'alésoir est donc utilisé pour aléser des trous borgnes profonds. Bon, il y a une chose ici que je juge importante de mentionner, et ça c'est que peu importe du genre d'alésoir qu'on choisit d'utiliser, à droite, à gauche ou à gougure droite, un alésoir ne doit jamais toucher le fond du trou qu'il alaise. Si on touche le fond du trou avec le bout de l'alésoir, mais le trou va être surdimensionné. Et maintenant, regardons ces alésoirs machines à gougure à gauche. Là, ces outils coupent en rotation horaire, pareil comme tous les autres alésoirs qu'on regarde ici. Mais leur angle d'hélice est à gauche. Et ça veut dire qu'ils poussent les copeaux vers le devant plutôt que de tirer dessus. Ces alésoirs sont conçus pour l'alésage de trous qui passent bord en bord de la pièce. Puisqu'elles poussent les copeaux vers l'avant, mais ils peuvent sortir par l'autre bout du trou. Et c'est une bonne situation, puisque les copeaux qui ne sont pas prisonniers des gougures ne peuvent pas égratigner la surface qu'on vient juste d'aléser. Il faut par contre réellement les réserver pour des trous qui passent bord à bord. Si on les utilisait sur des trous borgnes, ben, il faudrait percer le trou beaucoup plus profond qu'il devrait être normalement, puisqu'ils poussent les copeaux vers l'avant, ben, on ne voudra pas que le bout de l'alésoir vienne en contact avec une accumulation de copeaux, ce qui serait similaire à frapper le fond du trou. Avant de passer aux alésoirs machines courts, ben, c'est bon de mentionner que les trois alésoirs qu'on vient de regarder sont tous très longs. Et il y a une bonne raison pour ça. Et la raison est simple, c'est de l'imprécision. Trois types d'imprécision. L'imprécision des roulements de la machine, l'imprécision de la broche de la machine et ultimement l'imprécision du mandrin porte-forêt. Là, soyons francs ici. Si une broche peut monter et descendre, c'est qu'elle est lousse. Et si elle est lousse, ben, il y a du jeu dedans. Ça, c'est l'évidence même. Également, si j'achète une perceuse à colonne pour 300 $, ben, je ne peux pas m'attendre à avoir les roulements de haute qualité. Ça veut dire qu'il va y avoir un peu de jeu dans les roulements également. Et ultimement, quand on regarde un mandrin porte-forêt, ben, on s'aperçoit que c'est réellement pas la meilleure façon de retenir des outils de coupe de façon concentrique. Et c'est pourquoi que ces alésoirs très longs sont si pratiques, parce que la petite flexibilité qu'on a dans un outil aussi long ben, compense pour l'imprécision de l'installation ou de la machine. Réellement, si on est en train d'aléser des trous sur n'importe quelle machine qui utilise une broche linéaire, comme une perceuse à colonne, mais on devrait utiliser ces alésoirs très longs. Donc, pourquoi est-ce que je voudrais utiliser ces outils très courts qui sont réellement rigides, là? Bien, lorsque je n'ai pas de broche et lorsque je n'utilise pas un mandrin porte-forêt parce que j'utilise une pince flexible, et la pince flexible va centrer mon outil dans la broche beaucoup mieux. Et si je n'ai pas une broche qui bouge dans la machine pour mon action de perçage, mais j'ai plutôt une tête qui descend ou qui monte dans l'axe X ou une table qui monte et qui descend dans l'axe X, bien, j'ai une installation qui est très précise. Et à ce moment-là, je peux utiliser de l'outillage très court, comme on voit ici. L'avantage, c'est de ne pas avoir des outils très longs qui sont dans le chemin, particulièrement quand on utilise des machines à commande numérique et qu'on aurait installé
une série d'alésoirs très longs dans le système de porte-outils et de distribution d'outils pour la machine. Ça, c'est réellement un problème parce que des outils très longs, ben, c'est toujours un peu dans le chemin. Et si on n'a pas de besoin, ben, c'est très pratique d'utiliser ces alésoirs très courts. Ben, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère que vous avez appris quelque chose. Je sais que moi, j'apprends quelque chose à tous les jours. Et juste l'autre jour, j'ai appris qu'il ne faut jamais mentionner à son épouse qu'elle a mis un peu de poids dernièrement. Parce que depuis ce temps-là, j'ai un peu de difficulté à marcher. Donc, à tout le monde, amusez-vous, soyez prudents, c'est tellement important. Et bon usinage.